On est à Paris, au Petit Palais, pour l'événement mode qu'on attend depuis 100 ans. La première exposition Vort, W-O-R-T-H, l'inventeur de la haute couture parisienne, de la haute couture tout court. Ah, génial, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On a filmé cette exposition depuis plusieurs mois. On va vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces robes. On va vous montrer comment on restaure ces robes. On va vous montrer un peu toute cette fourmilière qui travaille sur une exposition. Subtitles are available. Franchement, présenter Vort au Petit Palais, c'était le lieu où il fallait. C'est clair. Comment un Anglais sans un sou, Charles-Frédéric Vort, avec son épouse Marie Vernet, a bâti un empire. Comment ses enfants ont repris le flambeau. Comment on monte une exposition aussi énorme que celle-ci, la première en son genre. Vous pouvez me montrer le planning? C'est comme ça qu'on fait une expo de mode, quoi. C'est comme ça qu'on monte une expo. Ça, c'est sans fin. On a eu des choix difficiles à faire. Oui. Des choix, compliqués. Comment les reines et les impératrices et les baronnes du pétrole tombaient pour ces robes fantastiques qui coûtaient aussi cher que des châteaux. Ça va être magnifique, on aura la gradation greffule. On s'en lassera jamais. Les plus belles robes mannequinées puis installées. Celle-ci, c'est la dernière fois qu'on la voit mannequinée. Après ça, elle sera trop fragile. Elles ont été créées pour n'être portées que quelques jours. Pas forcément pour être conservées dans le temps. Et c'est inédit, on ne reverra pas ça de très très longtemps. On parle avec l'arrière petite-fille de Charles-Frédéric Vort et elle connaît tout. Je suis ravie de vous rencontrer, ça me fait très plaisir. Évidemment, on discute avec les restauratrices, les régisseuses et régisseurs, les mains d'or de Paris Musée et les commissaires de l'exposition. En fait, c'est ça, mais qui est dans le mauvais sens. Pardon? Réexpliquez-moi. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Bonjour madame. Allez sur fashionmoodboard.com, mon site sur la mode, pour remplir votre mood board mental. Et bien sûr, laissez un commentaire et envoyez cette vidéo à au moins 3 amis. Enfin, je dirais, cette reconnaissance du travail de Vort aujourd'hui. On rencontre Charles-Frédéric Vort. Aujourd'hui, on installe son portrait, prêté pour l'occasion par le musée d'Orsay. Très joli nez. Ouais, une moustache soignée. Plan, toque, cape, lavalière. Il aime bien porter des casquettes. La casquette, c'est oui. C'est peint par Émile Friant en 1893, 2 ans avant la disparition du tyran de la mode, qui prépare activement son culte de la personnalité pour que le nom Vort perdure après lui. Charles-Frédéric Vort, il est anglais, c'est lui qui invente la haute couture parisienne. Il invente presque toutes les règles qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans la mode de luxe. Il y a un culte de la personnalité avant lui ou pas chez les couturières et les couturiers? En fait, avant Charles-Frédéric Vort, il n'y a pas spécialement de personnalité, donc il n'y a pas forcément de culte non plus. Quand on l'étudie, on se rend compte que tout au long de sa vie, on ne parle de lui qu'avec des mots comme d'un tyran, un despote. Et en fait, vers 1890, c'est ce qu'on met à jour en travaillant l'exposition, on se rend compte que là, il faut créer de l'image parce que si lui, il meurt, il faut que le soleil continue de tourner. C'est l'Empire qui ne s'arrêtera pas. Donc la passation de pouvoir, elle se fait par l'image à ses 2 fils, Gaston et Jean-Philippe. La maison Vort est fondée en 1858. Les locaux sont au 7 rue de la Paix. La maison invente la haute couture. Avant elle, on a les marchands de tissus et les couturières, mais personne n'a l'idée de vendre des robes toutes faites. Les robes de Vort seront les plus belles et les plus chères. Il habille notamment l'impératrice Eugénie. Mais Vort va dicter les modes au-delà des continents et au-delà du Second Empire. Il devient un dictateur de la mode que l'on écoute. Les expositions de mode sont d'extraordinaires puzzles. On reconstitue, à travers des tableaux, des robes et parfois des objets intimes, l'œuvre, la mentalité, l'histoire très personnelle d'un couturier. André Caroline, la petite fille de Charles-Frédéric qui va épouser un quartier. Ah ouais, ok. Elle ne le sait pas encore. Ça, c'est une toile par Émile Friant, qui est le même auteur que le portrait de Charles-Frédéric qui est dans l'entrée, qui accueille le visiteur de 93. Ah donc ils ont leur portraitiste officiel. Oui, c'est un peu le peintre de la famille, effectivement. Il a eu une carrière assez courte, mais néanmoins, il a peint à peu près toutes les générations. Pour les tableaux, on va faire patienter l'œuvre dans sa caisse 24 heures avant de l'ouvrir, pour que ça s'acclimate.
Quand on ouvre, on a toujours quelqu'un de notre musée et celui qui prête pour constater que tout va bien. Parce que notre rôle, c'est quand même de préserver ces œuvres pour les générations futures et les amener jusqu'à la fin des temps. Dans les salles hyper secrètes des réserves du Palais Galliera, musée de la mode de Paris, en blouse blanche, on transporte des splendeurs sur des tables à roulettes stérilisées comme il faut. C'est quoi la première étape quand on mannequine ? On prend les mesures de la pièce, surtout les parties les plus étroites pour le choix du mannequin. Donc là, on prend en priorité le tour de taille et on prend aussi la hauteur de l'épaule jusqu'à la taille. Et après, on peut prendre aussi le tour de poitrine qui pourra aussi nous donner des informations un peu utiles. C'est là tout l'enjeu du mannequinage, c'est justement de faire correspondre le corps. Il vaut mieux prendre un mannequin peut-être un petit peu une taille en dessous et faire du rembourrage. Il faut vraiment le soutenir, mais pas qu'il soit tendu, etc. On va recréer effectivement ce que la dame pouvait avoir à l'époque. Si on imagine que le stockman c'est un corps, il faut aussi s'imaginer que cette femme qui a porté cette robe, elle avait une chemise, elle avait un corset, elle avait peut-être une guimpe. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de couches qui font qu'on augmente un peu, évidemment. Ce n'est pas exactement le corps de la personne qu'on va trouver. C'est ce qui se passe dans l'atelier. Vous avez des chefs-d'œuvre à plat, vous avez des surprises à venir, et finalement, vous avez petit à petit une personne qui se redresse, qui enfile ses derniers atours et puis qui va se lancer dans l'expo et plus dans le monde. Ici, pendant de longues semaines, on a restauré avec passion les décorations en fleurs artificielles de cette cape du soir. Elle date entre 1895 et 1900. Sur le col, des fleurs d'hortensia en toile de coton mauve et verte viennent animer la mousseline de soie grise, comme une écume au-dessus de la cape. Les fleurs, c'est des hortensias. Ils étaient entièrement engoncés à l'intérieur et tout recroquevillé, extrêmement fané. C'était un travail pétale par pétale. Chaque bouquet, bien sûr, a été enlevé de la cape, positionné avec pôle nord, pôle sud, ouest, est, pour être sûr qu'on retrouve les marques. Parce qu'on est un peu les archéologues de chaque objet, on doit revenir exactement là où ça s'est posé. Surtout avec ici la personne de l'école du patrimoine et qui m'a accompagnée sur cette restauration. Combien de temps vous avez passé ? Un travail, on peut dire, de 30 jours pleins à deux. Ça a été un grand soulagement aussi d'être en équipe. J'ai 30 ans d'expérience, mais en vérité, je crois que de toutes les remises en forme, celle-ci était la plus difficile. Pour restaurer une robe forte, je crois, c'est un défi. Ça fait partie des nombreux dons, parfois extrêmement prestigieux, que le Palais Galliera reçoit. Elle provient de la garde-robe d'une aristocrate anglaise et elle a été magnifiquement conservée depuis. C'est tout un style. On imagine Sarah Bernard drapée dans ce genre de cape. Il faut imaginer un grand volume conique avec ces grands panneaux de soie qui enrobent le corps sans le montrer, mais qui donnent une forme assez ample et presque indistincte. Et puis tout d'un coup, le bouillonnement d'étoffes, de fleurs qui fait émerger la tête. Et c'est ça, en fait, la mode de cette période. C'est vraiment comme ça la fleur qui émerge hors du grand col et du grand bouillonné. Et donc, sans la remise en forme, on n'a pas cet effet et on n'a plus la fraîcheur. On ouvre les corsets Vort pour découvrir qu'il signe littéralement ses vêtements comme des œuvres avec ce ruban de taille systématique. Le mot Paris est bien sûr également indiqué. L'hégémonie de Paris comme centre névralgique de la mode doit être martelée sur chaque vêtement. Quand dans les années 1860, Vort commence à appliquer sa griffe, c'est son nom qu'il estampe en fait sur le ruban de taille, Vort et celui de son associé Boberg, et c'est un tampon en lettres d'or. À partir des années 1880, ce ruban de taille typographique devient carrément une signature manuscrite. Et c'est ça la révolution Vort. La signature du couturier, qui se pense comme un couturier artiste, devient finalement la signature des pièces. Et là, on ne sait plus si Vort est en train de signer ses œuvres ou de signer ses clientes, qui sont presque ses œuvres prenant vie.
Avant d'être posées dans ces cartons spéciaux, les robes sont précieusement emballées dans des sarcophages de papier de soie. Le papier de soie qu'on insère partout pour que le tissu reste comme arrondi, surtout pas de nouveaux plis, on est en souplesse, presque comme si le corps de la cliente était toujours là. Là, on essaye de la conditionner pour la mettre ensuite dans une caisse pour le transport. La boîte qui est là. Donc, il faut créer des plis qui l'abîment le moins possible, parce que la boîte ne prend sinon que la robe. Ben voilà, elle est emballée. On a d'abord Charles-Frédéric Worth qui épouse Marie Vernet Worth. Ce sont les fondateurs de la maison. Donc Charles-Frédéric fait des enfants avec Marie Vernet et il va y avoir Gaston qui va être plutôt le financier gestionnaire et Jean-Philippe qui va être couturier comme papa. La génération suivante, c'est Jean-Charles Worth, l'artiste fantaisiste, et Jacques Worth. La maison va continuer jusque dans les années 1950. Elle vient visiter l'exposition avant qu'elle ne soit finie et on rencontre la formidable Chantal Trubert-Tolu, l'arrière-petite-fille de Charles-Frédéric Worth et Marie Vernet. Bravo. Et ici? Ah, ça c'est ravissant. Ah, vous l'avez eue celle-là? Oui. Elle est extraordinaire celle-là. Ça, j'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Oh là là. Elle est l'autrice du livre indispensable sur la maison Worth, sorti en 2017. Elle collectionne les robes Worth et est l'une des prêteuses majeures de l'exposition. Charles-Frédéric est mon arrière-grand-père. Alors moi, je descends de la branche de Gaston. Forcément, elle connaît à l'extrême les subtilités de la famille Worth. On a parlé avec elle du rôle de Marie, l'épouse, muse, diplomate. C'était quand même toute une famille, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que la famille, c'était pas uniquement Charles-Frédéric, c'était Marie. C'était sa femme, qui était sa muse, qui a été son premier mannequin vivant. J'ai la sensation que sans Marie, sans l'impératrice Eugénie et sans la princesse de Metternich, il ne serait peut-être pas arrivé à ce qu'il a fait. Sans les femmes. Sans les femmes. Voilà Marie. Ce n'est pas une robe de Worth parce qu'elle était très jeune à l'époque. En fait, on sait qu'il y a des clientes qui venaient pour elle et qui se disaient son amie. C'est très étonnant l'histoire de ce tableau. C'est comme, je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Marie avait une filleule. J'ai pu être en contact avec les descendants de la filleule qui détenait ce tableau, qui est aujourd'hui chez moi. Ce matin-là, au Petit Palais, on installe la Pitti, une sculpture en marbre des années 1870 qui faisait partie de la collection Worth. Son auteur est Adèle Dafri, duchesse de Castiglione-Colonna, qui prenait le pseudo masculin de Marcello pour être prise au sérieux dans le monde artistique hyper patriarcal. La sculpture appartient au musée Carnavalet. Suspense, comment transporte-t-on, installe-t-on une sculpture en marbre comme celle-ci? Attention. Marcello est aussi une cliente de Worth. Elle se permet même de lui dessiner des modèles précis pour ses commandes. Cliente si fidèle qu'elle a été enterrée en Worth. Être enterré en corset, ça c'est chic. Ne jamais respirer n'est pas un problème quand on ne respire plus. Aujourd'hui fébrilité, le Museum of the City of New York a envoyé cette caisse et délégué 2 de ses régisseuses spécialement pour l'événement. Most of our material, it comes from family members of New York City, and they're all from prominent New York City women. We have about 750,000 objects that are material arts, decorative arts, fashion, theater. Our Worth collection is rather large, and it's pretty good, so there's lots to see. I need to come. Oh, you should. Oh, please. On découvre une tea gown de Worth, une robe de thé de 1894 qui a appartenu à l'une des queens de New York. Il s'agit d'une tea gown qui a appartenu à Mrs. Bryce, qui est en fait une américaine très en vue dans les milieux mondains new-yorkais au XIXe siècle.
Une tea gown, c'est une robe d'intérieur. Alors bien entendu, robe d'intérieur, on s'entend, c'est une robe pour recevoir chez soi. Donc néanmoins, on est très apprêté, ça n'a rien d'improvisé. Et c'est une robe dans laquelle on se pare, mais pour recevoir en intérieur. Il s'agit de satin de soie damassé lilas et lavande, décoloré par le temps, à motif vermicelle répétitif et hypnotique. On peut voir que c'est très historicisant du point de vue de la coupe, avec ces grandes manches qui sont là des manches gigots, qui sont terminées par des dentelles et un très grand col en dentelle dont les pointes retombent sur les manches. Donc on est vraiment là devant un exemple typique de ce goût de Vogt pour l'historicisme. Tout est très précis. Saviez-vous par exemple que le Metropolitan Museum de New York et son célèbre Costume Institute, qui fait le Met Gala, exigent une composition particulière de peinture sur les murs. Des peintures très spéciales, sans aucune acidité, qui pourraient attaquer les atomes des matières des robes prêtées. On ne laisse rien au hasard. Le hasard, I don't know her. So in general, it has a lot of stains, Yes, as you really can see. faded. Yeah, Yeah, that's- there's these holes here. There's so many I didn't mark them, so it was another thing that I didn't do photos of. The collar has some staining as well, and the lace in general. So you can see like lace along here. And it's oxidation of the... And through here. Okay. And the conservation team cleaned it, so it is actually brighter than it was. As clean as it can be. Yes. Tout est noté, enregistré, spécifié. It has just the green marks from the metal hooks. Yes. Yeah. Est-ce que c'est la fragilité de la robe qui fait sa préciosité ? Parce qu'effectivement, on sait aussi les difficultés pour conserver ce genre de support avec les fibres qui deviennent cassantes, notamment à la lumière, et la fragilité des textiles qui sont exposés à une luminosité comme les arts graphiques très contenus. Puis après, il y a toute la vie de la robe, tout ce qui est lié à la transpiration, qui peuvent aussi altérer les fibres et faire elles nous arrivent difficilement en fait, ou dans des états qui nécessitent restauration. What is inside those? This is boning. It's probably baleen, whalebone, because of the date. Why did they use it? It had a flexibility, had a firmness and a flexibility, and it's not technically whalebone. It's part of their feeding system. It's in their mouth. So it's not bone, per se. It's sort of a misnomer. You do this often? No. I just graduated. So now I get this cool job. I've never even left the US before, and I get to come to Paris, and it's so exciting. What did you study to do this? I went to school for fashion history and museum studies. So this is like the perfect job right after school. When I was applying for this job and they were interviewing me, they were like, "Oh, we might take you to Paris with us." And I was like, wow, that's really cool, but I like almost didn't believe them, and now I'm here. Et oui, il fait froid pour des raisons de préservation. Il fait très froid pendant l'installation des robes. On a tout filmé en manteau. Well, I understand it's for the objects that it has to be cold in here, but I am not the objects. What are you doing? Attaching the arms to the mannequin. This is all perspiration, but this isn't. This is pristine. She probably had a chemise on. Her body would not have touched this part. Wow, she's gorgeous. Yeah, the shape's good. Quand on feuillette les magazines illustrés de cette époque, ici en 1895, il est indéniable que la manche gigot domine la silhouette à la mode, pas seulement chez Vogt. Comme si l'extravagant volume de la crinoline s'était déporté sur l'épaule et le bras. On a des montgolfières, des lampions au bras. La carrure est fabuleuse. Sur les illustrations, on dirait des papillons géants qui décorent les clavicules. D'énormes gâteaux, de la soie battue en neige, des sacs de pop-corn bien gonflés. C'est tellement encombrant qu'il est interdit d'écraser ses manches gigot sous un manteau. Alors on se protège comme on peut avec un collet ajusté sur les épaules et décoré d'arabesques. Ça, c'est un petit costume de ville, de promenade. En fait, c'est une robe de jour. Ce qui explique le fait que la crinoline n'est pas monstrueusement ample, qu'il n'y a pas de traîne, qu'il y a une balayeuse assez présente, parce qu'effectivement, on est une femme active là quand on porte de jour une telle pièce. Mon métier, c'est de conserver la matérialité et qu'on puisse exposer la pièce
Du coup, la restauration, ça va consister à consolider la matière existante aux endroits où elle s'abîme pour pouvoir continuer à l'exposer. En fait, cette zone qui a été restaurée, on voit que tout autour, ça s'est abîmé aussi. Au fil des expositions et au fil des manipulations, l'exposition à la lumière. Ouais, c'est bien embêtant là. Voilà, on voit bien par transparence tous les endroits où la matière elle est fragile en fait. Alors on voit qu'il y a des espèces de tout petits trous sur le pli. Ça va devenir un problème. Elle a des poches. Elle a une poche. Une seule. Elle a une poche. Mais c'est déjà bien. Elle a une poche qui, franchement, est beaucoup plus grande que toutes les poches qu'il y a dans les vêtements de femme actuellement. C'est un très grand rectangle. Ah oui, ça c'est la poche. Oui, ça c'est la poche. C'est la poche de l'intérieur. Et à cette période-là, les poches, c'est toujours des rectangles. Enfin, aujourd'hui, souvent, les poches, elles ont des espèces de formes arrondies. À ce moment-là, on fait des... Enfin, c'est vraiment des sacs en rectangle, quoi. C'est un corps qui est corseté, c'est un corps qui va avoir une amplitude dans les volumes, c'est la fameuse crinoline. Alors une crinoline, c'est à base de cerceau en fait, et donc c'est pour donner les volumes. Alors celle-ci elle est très grosse par exemple, mais on a toute une structure là c'est des palènes en métal. À l'intérieur il y a tout un système aussi de liens, parce que si on veut réduire à certains endroits le volume, on peut le faire par l'intérieur. La crinoline n'empêche pas de bouger parce que la crinoline, alors on dit cage et on imagine des femmes encagées. Mais en fait la crinoline c'est un peu la lampe Ikea, c'est un peu Isamu Noguchi, c'est-à-dire qu'en fait ça s'empile et ça se déplie. Et en fait les cerceaux de la crinoline cage, eh bien en fait ils sont extrêmement souples parce qu'ils sont tenus simplement par des rubans. Et donc quand on s'assoit, tout se rassemble et quand on se relève, ça reprend son ampleur. 1866, on voit que les crinolines sont partout, même dans les églises, toutes les classes sociales semblent en porter, encombrant allègrement l'espace. Toutes les femmes de Paris sont en crinoline. Et ça va durer jusqu'en 1870. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'élégance formelle, de simplicité. Il y a une forme de charme discret. C'est un peu le charme discret de la bourgeoisie. Après 1870, les crinolines passent de mode. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce volume de devant et on va le mettre, tac, à l'arrière. Regardez. Ici, on voit vraiment bien une tournure. Ça, c'est une tournure. Ça fait des effets vachement beaux quand tu valses. Elle est dingue. Elle est juste éblouissante. Elle est contenue, elle est explosive, les raccords dans les motifs sont magistraux et elle a des couleurs folles. C'est quoi la structure qu'il y a pour tenir cette espèce de pouf arrière ? On utilise des faux culs, donc c'est des coussins en fait tout simplement qui sont maintenus à la taille du mannequin avec des bolducs. Voilà, et par-dessus il y a un juponnage de mannequinage. Ça c'est une robe qui a été produite à combien d'exemplaires a priori ? La réponse officielle c'est 1, évidemment. Les robes deviennent interminables avec des traînes en éventail aussi remarquables qu'impraticables. Les silhouettes sont extrêmement cintrées, les bustes sont entraînés pendant des années à être corsetés. On voit l'accumulation de couches de tissu et de révélations de rubans, de riches broderies, de lourds ruchers, de dentelles, de guirlandes. Vort est le leader d'une industrie qui va débiter des milliers de robes cintrées, colorées, des robes de ville, de sortie, de grands soirs à traîne, des enchevêtrements de rideaux, un style tapissier assumé. Même pour la chasse, carabine à la main, elle est en robe sophistiquée. Des robes à traîne bicolores rose et corail, avec des grelots hyper décorés. Du moment que la traîne est spectaculaire. Des robes à tournure et l'on comprend bien ici le système de cul exagéré. La tournure n'est pas qu'une robe de bal, on la porte pour les activités de tous les jours. Dans cette pièce, il y a les robes les plus incroyables réalisées pour des clientes, pour des très très grandes occasions, dont la Greffule, la comtesse Greffule, une des stars des clientes de Vort et une des stars de Paris en 1904. Ce grand délire byzantin est la robe mythique portée par la comtesse Greffule, la reine de Paris, reine des arts et des sciences, dreyfusarde radicale, figure aristocratico ultimo du Paris de 1904. Greffule, c'est une des étoiles dans la vie de la maison de couture, hein. Ça c'est archi clair. Hein. Quand on présente la mode de chez Vort, à un moment on présente Greffule.
Le 14 novembre 1904, sa fille Hélène Greffule épouse le duc Armand de Guiche. La cérémonie a lieu à l'église de la Madeleine. La mariée est éclipsée par sa mère qui s'est commandé ce qui est l'une des plus belles robes Vort ever. Ça a été un vrai scandale parce que finalement, elle a éclipsé sa fille. Cette pauvre jeune femme qui était en mariée, c'était le plus beau jour de sa vie, ce que l'on dit. Et en fait, sa mère a pris tout l'emplacement. Marcel Proust fait partie des invités, c'est le seul film de lui qui existe. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle, a-t-il écrit entre autres dizaines de pages d'extase. Sauf que nous, on ne regarde pas Proust, on regarde la comtesse Greffule. Et c'est la seule robe de Wörth que nous voyons bouger. La comtesse Greffule va lui inspirer le personnage clé de la duchesse de Guermantes dans La recherche du temps perdu. C'est une robe qui pèse lourd, hein? Oui, elle est lourde. Oui. Elle est lourde. Je pense à 4 lourde et fragile, donc à 4 c'est pas mal. Lourde et fragile, c'était mon surnom quand j'étais petit. Vous pourriez être cette robe alors. C'est quoi, il y a des paillettes? On est un petit peu... Oui, il y a quoi d'autre? On a des perles, fil métallique. Et c'est quoi la chose dorée que vous avez touché là? Moi, c'est ça, mais qui est dans le mauvais sens. Ah d'accord, mais ça c'est quoi? C'est des... Parce que c'est des perles. Des perles dorées? C'est métallique en tout cas. Sur le tulle sont brodées des perles au centre de fleurs de paillettes dorées et cuivre, ainsi que des cantilles en verre et métal, des sinuosités en lamé or. Le genre de galon de fourrure est en lapin. Le buste et les manches évoquent des références à la Renaissance italienne. C'est incroyable. En fait, je pense que peut-être tu peux la soulager un peu. Elle est peut-être un peu trop tirée. Elle est trop tirée. Oui, voilà. Déjà. Ça, c'est extraordinaire. 1904, elle éclipse sa fille, elle prend la pellicule, on oublie Proust et on ne pense plus qu'à elle et à son... Et on est même étonné de la facilité avec laquelle elle descend les escaliers. Parce qu'elle va assez vite, hein, et c'est très lourd. Donc je sais pas comment elle fait. La Greffule est réputée pour aller voir son couturier, lui demander tout ce qu'il a, elle regarde tout, et à la fin elle lui dit « Écoutez, faites-moi n'importe quoi qui ne soit pas ça. » La Greffule ne suit pas la mode, elle la crée. Et donc on parle encore des robes de la Greffule 120 ans plus tard, elle a bien joué son coup. Elle a 1000 talents, elle est une pianiste émérite, elle crée des œuvres de charité. Figurez-vous que c'est grâce à elle et grâce à des fonds qu'elle rassemble auprès d'hommes politiques que Pierre et Marie Curie peuvent créer l'Institut du Radium. Donc il faut s'imaginer quand même une femme incroyable et une femme qui a des desiderata du côté mode qui peuvent surprendre. On se marie en traîne pendant des décennies, jusque loin dans les années 1920. Les chevaux ne doivent pas bouger le temps de monter dans la calèche avec cet énorme amas de tissu qui pourrait mal se froisser à chaque mouvement de l'étalon. C'est une pièce exceptionnelle qui est entrée dans les collections du Palais Galliera en 1980. C'est une cape qui a appartenu à la célèbre comtesse Greffule et qu'elle a portée en 1904, je crois, pour une représentation de Rigoletto. Il s'agit d'un réemploi. C'est pas une création totale de la maison Vort, mais l'histoire raconte qu'elle aurait reçu à la fin du 19e siècle de la part du tsar Nicolas II de Russie, kaftan de Boukhara, donc c'est un manteau traditionnel ouzbek. Et elle aurait fait transformer ce manteau par la maison Vort. Et du coup, ce qui est hyper intéressant dans cette pièce, c'est que c'est le détournement d'un objet traditionnel. Et elle en a fait un vêtement de mode et une cape. En fait, toute la partie, vous voyez, qui est ici, délimitée par ce galon, c'est ce qui fait partie du manteau originel de Boukhara. Et la maison Vort a ajouté en fait ces bandes qui forment comme un cadre autour du manteau. Dans les termes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait de l'appropriation culturelle. Et finalement, c'est une pièce qui pose beaucoup de questions.
parce qu'elle dit des voyages, le voyage des pièces, elle dit des hybridations entre les cultures, le dialogue entre un couturier et une cliente d'exception. Et donc en fait c'est une pièce qui est fascinante parce que particulièrement elle interroge ce que c'est que d'être Woerth et qu'un vêtement soit de Woerth. C'est finalement une pièce qui est très allégorique des rapports entre les mondes et aussi qui célèbre une Europe qui va disparaître. 1914, Première Guerre mondiale, 1917, chute de la Russie impériale. Et en fait, ce dont cela parle, c'est d'une aristocratie française, la comtesse Greffule, qui dialogue avec un tsar et en fait d'un monde qui va s'écrouler. Ça, c'est la robe dite la robe au lys, avec des lys, la fleur de lys. C'est une des robes mythiques de Greffule de 1896 et qui a été donnée par ses descendants au musée Galliera. La robe au lys a été radiographiée, comme on fait pour les peintures de la Renaissance pour découvrir les repentirs des peintres. Ici, les rayons X ont permis de définir les zones de fragilité. On était très étonnés, c'est qu'au centre de certaines feuilles, surtout ici même, à la radio, tous ces lys sont apparus noirs profonds au centre. Vous voyez, elles sont noires, alors qu'autour, il y a quelque chose de plus pâle. Du coup, ça nous a intrigués. On s'est dit, si ça n'a pas la même opacité, c'est que le tissu n'est pas le même. J'ai dû analyser le tissu au centre et qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'en fait, ce n'était plus du tout du satin de soie, mais c'était du satin de polyamide. Et ça nous ramène directement à la première exposition qui a été faite en 1982 au Met, parce que c'est le Met qui, le premier, s'est intéressé à toutes ces robes de la comtesse Greffule. En fait, quand cette robe est arrivée en Amérique, elle était totalement dans un état de telle détérioration. Quand on lit les constats, on sait que la robe était totalement éventrée. On voyait la doublure à travers. C'était à ce point détérioré. Donc, tous les endroits où tout apparaissait noir, on savait que ça, c'était l'intervention américaine. Datée de 1896-97, la robe de satin vert avec ses énormes motifs végétaux et rinceaux de velours bleu et noir changeants est l'une des stars électriques des collections du Palais Galliera. Jean-Philippe Woerth se fera une spécialité des robes frappées de ce genre d'énormes motifs, comme des ferronneries qui s'étalent sur l'intégralité du vêtement, qui deviennent comme des blocs décorés. Pourquoi c'est celle-là, l'affiche ? Elle est magistrale par sa ligne, qui est une ligne princesse, c'est-à-dire sans couture à la taille. Elle évoque bien cette silhouette absolument prestigieuse de la comtesse Greffule, dont tous les témoins contemporains parlent. On était là pour voir la robe à plat, pour observer l'intérieur de cette pyramide de Gizeh de la mode. C'est un des chefs-d'œuvre de l'exposition, c'est la tigone de la comtesse Greffule. Elle est dans cet extraordinaire tissu de la maison Tassinari et Châtel, qui est un velours avec un motif inspiré du monde ottoman et qui semble avoir été presque unique. En tout cas, il y en a 30 mètres de tissu qui sont produits par la maison en 1896. On ne connaît qu'une utilisation de ce velours assez exceptionnelle. Et la légende dit que la comtesse Greffule aurait fait détruire le reste du stock pour qu'elle seule puisse porter ce velours vert et marine. C'est très étonnant parce que ce velours, que par moments on a l'impression qu'il est noir, alors qu'en fait il est bleu foncé, mais très foncé, en correspondance avec ce vert émeraude. C'est un travail magnifique, un travail magnifique, magnifique, un travail magnifique, magnifique. En fait, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la balayeuse. Donc la balayeuse, c'est cette partie qui était en fait destinée à être démontée et changée, parce que c'était une partie qui traînait au sol et en fait qui avait vraiment ce rôle de ramasser la poussière. Elle est donc complètement fendue et en perte de cohésion. Donc il y a eu tout un travail en fait de doublage de la balayeuse avec du tulle pour la protéger et la consolider. Comment on devient restauratrice ? On a 5 ans d'études à faire. C'est un master de conservation et restauration du patrimoine. Et on se spécialise par matériaux. Donc moi, c'est le textile.
ici, c'est une pièce qui représente 24 heures de la vie d'une femme qui s'habillerait en Vort. Évidemment, ça se termine par des choses très habillées pour aller dans les bals. Mais Charles-Frédéric Worth va faire aussi beaucoup de choses très historicistes pour les bals costumés. Il va aussi faire des tenues vraiment abracadabrantes pour ses enfants, pour qu'ils aillent dans des bals costumés et qu'ils soient des espèces de publicités vivantes de la maison. Voici donc Jean-Philippe Worth, déguisé par son père en infante d'Espagne. Génial. Ces dames venaient à la dernière minute et faisaient la queue dans les escaliers du 7 de la rue de la Paix, entièrement comparé à l'échelle de Jacob avec les anges. Et donc, c'était ces dames qui attendaient. Et alors, pendant ce temps-là, pour les faire patienter, eh bien, on leur offrait un petit toast au pâté de foie. Alors, est-ce que c'était du foie gras ou du pâté de foie, j'en sais rien, et un verre de Porto. C'est pas vrai. Oui, pour que ces dames aient le courage d'attendre que le maître soit disponible pour leur mettre le dernier petit colifichet, la dernière petite dentelle, le dernier petit bijou. Ça vous fait quoi d'arriver à monter cette exposition ? Oh bah c'est une expérience absolument extraordinaire. C'est 4 ans de travail, une exposition comme ça. Il n'y a jamais eu de rétrospective Vort à Paris. Je pense que c'est un événement. J'espère que le public sera au rendez-vous. Et on a vraiment essayé de montrer des pièces tout à fait exceptionnelles. Depuis 18 mois, j'ai été embarquée dans cette aventure pour mon plus grand plaisir. Ce qui est vraiment magique, c'est que nous, on a tout dans la tête. On a vu les pièces isolément. Et puis là, tout d'un coup, c'est dans l'espace, c'est dans la réalité. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on est obligé d'ajuster, d'autres choses qui sont absolument merveilleuses, qui vont encore plus loin que ce qu'on pensait pouvoir créer par ce type de dialogue. Et non, c'est le moment le plus magique de l'exposition. On est en fait dans un monde de petites choses et de grandes choses, de petites mains, comme on le dit encore trop facilement, et puis de têtes couronnées. Et c'est aussi tout ça que voulait restituer l'exposition et qui nous tient à cœur de montrer. Il y a les petites mains chez nous du mannequinage, qui n'en sont pas parce qu'elles ont un savoir extraordinaire justement dans les mains, et un savoir historique. Et puis il y a toutes ces femmes et ces hommes qui ont fait la réalité de cette haute couture. Voilà, c'était mon compte-rendu sur le montage de l'exceptionnelle, unique, mythique exposition Vort. Merci à toutes les équipes de Paris Musée qui nous ont laissé filmer ces moments précieux. On vous a montré une partie de l'expo, mais pas tout. On vous spoile pas, il faut aller la voir, elle est incroyable. Si vous pouvez pas voir cette exposition à Paris, ou si vous regardez cette vidéo un peu trop tard, il vous reste le catalogue. Le catalogue, il est super, on vous le recommande. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Allez sur fashionmoodboard.com, mon site sur la mode, pour lire l'intégralité des entretiens avec les commissaires d'exposition. Commentez I'm worth it si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Quel travail, c'est formidable. Hein. C'est beau, hein.